Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Sans frontières. Collection dirigée par Laurent Foucault-Giroux. La collection Sans frontières se propose, comme son nom l'indique, d'investiguer, de comprendre et d'interpeller tous les champs sociétaux, par-delà les frontières isolantes, qu'elles soient naturelles, politiques, administratives ou raciales, sans tabou aucun, mais dans le plus grand respect des différences et des singularités. La collection Sans frontières se veut un champ de croisement de tous les regards disciplinaires pour l'intellection des grands questionnements qui traversent et secouent les sociétés et les civilisations, lesquelles problématiques, si elles sont éludées, peuvent conduire à des césures dissociantes, à des conséquences gravissimes et irréversibles, voire létales. Parce que l'altérité, le respect de l'autre et les solidarités existentielles sont plus que jamais de rigueur dans un monde frappé d'anomie et d'égotisme, la collection Sans frontières se veut d'être un espace de rapprochement des vues et perceptions de tous les décideurs, académiciens, étudiants, membres de la société civile et acteurs soucieux de participer à l'édification d'un monde respectueux des dignités et des cultures. Comité scientifique. Mohamed Haddy, professeur de l'enseignement supérieur à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme, Rabat. Abdelaziz Adeydi, professeur de l'enseignement supérieur à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme, Rabat. Mustapha Ben Salem, professeur de l'enseignement supérieur à l'Université Qadi Ayad, Marrakech. Mohamed Mastere, professeur de l'enseignement supérieur assistant à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme, Rabat. Adil Z Abedi, professeur de l'enseignement supérieur assistant à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme, Rabat. Khadija Qesmoun, chercheur à l'Université du Havre. Bouchra Sidi Ida, chercheur au Centre d'études et de recherche en sciences sociales, Rabat. Cet ouvrage est le premier paru dans la collection Sans frontières. Les auteurs. Mohamed Haddy, docteur d'État en sciences politiques, et politologue. Il est professeur de l'enseignement supérieur à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme à Rabat, et il enseigne dans plusieurs universités, écoles et instituts supérieurs. Mohamed Haddy est auteur de plusieurs publications couvrant, notamment les questions de développement et ses dysfonctionnements, les extrémismes violents et la gestion des risques. Abdelaziz Adeydi est professeur à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme, INAU, Rabat, Maroc, où il a été directeur adjoint chargé des études de 2002 à 2008, puis directeur de l'INAU depuis 2008. Il est doctorat d'État depuis 2006 de l'Université Mohammed V de Rabat. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur l'économie territoriale, l'urbanisation et la question de l'habitat insalubre, le projet de territoire, mais aussi la problématique de reconversion des territoires miniers. Il est auteur de nombreux travaux de recherche et il est le coordonnateur de plusieurs actions de coopération internationale, axées sur l'urbanisme et l'aménagement de territoire. Mohamed Mastere est professeur à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme, INAU, Rabat, Maroc, où il est également responsable du laboratoire de géomatique de l'INAU. Il a obtenu son PhD, Philosophie Degree de l'Université européenne de Bretagne et de l'Université Mohammed V de Rabat en 2011. Ses recherches portent sur l'utilisation de la télédétection spatiale et les systèmes d'information géographique pour l'étude et l'évaluation des aléas et des risques naturels, en relation avec l'aménagement de territoire et la planification urbaine. Il est auteur de plusieurs publications à comité de lecture internationale et a dirigé la rédaction de ouvrages chez la Revue internationale des sciences géomatiques et Journal arabe des sciences de la Terre. Mohamed Mastere est le président fondateur de l'Association marocaine des jeunes géomaticiens, AMJG, hébergée à la Faculté des sciences de Rabat. Adil Z Abedi est professeur à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme, où il est aussi directeur adjoint du Centre d'études et recherche en aménagement et urbanisme, CERAU, et il est titulaire d'un doctorat national en sciences de gestion de l'Université Qadi Ayad de Marrakech. Il intervient régulièrement dans le cadre du développement de la motivation et de la mobilisation des équipes.
Acteur dans plusieurs projets de recherche portant sur l'économie urbaine et résidentielle, il participe activement au déploiement d'une stratégie interdisciplinaire pour la promotion de la recherche au sein de l'INAU. Bouchta El Fella est professeur à l'Institut scientifique de l'Université Mohammed V de Rabat, où il est chef du département de géomorphologie et responsable de la cellule de vigilance. Il est aussi professeur invité à l'EMI, ENSAP et INAU, Rabat, Maroc. Il a obtenu son doctorat d'État, en 2006 à l'Université Mohammed V de Rabat. Il a obtenu aussi son certificat d'études des risques géologiques de l'Université des Nations Unies de Genève en 1994 et son certificat des sciences et de la technologie pour la prévention des catastrophes à l'Université de Tsukuba, Japon, en 1996. Bouchta El Fella a piloté plusieurs projets de recherche et a assuré des formations sur les risques naturels et leur évaluation dans de nombreuses régions du Maroc et de la Tunisie. Hassan Zouhal est chercheur archéologue à la direction du patrimoine culturel, Rabat, Maroc. Il est le conservateur principal des sites et monuments historiques. Il est membre actif du Comité national du classement du patrimoine du XXe siècle au Maroc, et aussi du Comité national de l'évaluation des études d'impact depuis 2012. Anas Htt Abou est professeur de management à l'Université Ibn Zor à Agadir. Il enseigne actuellement le marketing et la stratégie d'entreprise. Il est titulaire d'un doctorat ès sciences de gestion de l'Université Montesquieu Bordeaux 4 et de l'Université Qadi Ayad de Marrakech. Ses travaux portent sur les liens entre les stratégies d'entreprise et le développement durable. Il s'intéresse plus particulièrement aux pratiques de management de la responsabilité sociale de l'entreprise, à l'intégration organisationnelle des normes de développement durable et à la contribution des entreprises à la problématique de lutte contre la pauvreté dans le contexte des pays en développement. Bouchra Sidi Ida est PhD, philosophie et degree en sciences sociales. Elle est chargée de recherche au Centre d'études et de recherche en sciences sociales, CERSS, à Rabat, et chercheur associé au laboratoire Population, Environnement et Développement à l'Université Aix-Marseille, France. Elle est titulaire de la chaire Euro-Arabe en sciences sociales et gouvernance, de la Fondation Euro-Arabe des hautes études de l'Université de Grenada en 2010. Elle est également personne ressource dans plusieurs instituts du CODESRIA à Dakar, Afro-Arabe, Gouvernance démocratique, et depuis 2012 elle est conseillère scientifique auprès de l'IRD pour le projet Parcours migratoire, initié au Maroc. Auteur de plusieurs écrits axés sur les mouvements sociaux et logiques d'acteurs, les ONG de développement face à la mondialisation et à l'État au Maroc, l'altermondialisme marocain. Khadija Qesmoun est directrice associée de la Scope Efficience, membre du bureau du Centre d'études et de recherche en sciences sociales de Rabat, chercheur à l'Université du Havre, UFR de sciences sociales et de lettres. Elle est aussi membre du comité des ONG pour le vieillissement auprès de l'ONU de Genève, membre du groupe Dialogue interculturel Vivre ensemble en Europe, de la commission Education et Culture de la Conférence des OIN auprès du Conseil de l'Europe, à Strasbourg. Introduction générale. Mohamed Hdy. Le challenge de l'urbanisation au Maroc a toujours été, et est, d'adapter la ville aux besoins de ceux qui l'habitent et qui la meuvent et non, exclusivement, aux exigences de la production des richesses, de la consommation des produits et des échanges commerçants. Au Maroc, l'urbanisation est un phénomène historique, engagé depuis l'Antiquité. Cependant, si cette période n'a toujours pas dévoilé la totalité de ses secrets, ce processus a connu un élan manifeste, particulièrement depuis le 8e siècle avec la fondation de la ville de Fès, ce qui n'était que le début de l'édification d'autres cités qui se sont constituées sur le modèle d'inspiration arabo-musulmane. À cet effet, les auteurs rappellent les grandes lignes qui ont contribué à la matérialisation des formes d'urbanisation et d'urbanité qui font du Maroc un musée ouvert, où le vernaculaire coudoie le moderne, dans une harmonie hors du commun. Aussi, la prétention des auteurs est de mettre la ville sous les projecteurs de regard et de formation pluridisciplinaire et ce, à l'effet d'une meilleure intellection de cette cité combien ensorcelante, mais qui ne livre pas aisément ses clés à tout visiteur. Le processus d'urbanisation,
au Maroc, s'exerce dans un contexte régi par les rapports de force des décideurs et acteurs impliqués directement ou indirectement. Ainsi, les auteurs veulent montrer que ce pays a toujours été, et est le théâtre de bouleversements politiques et de changements socio-économiques et culturels. Et ces spasmes l'ont fortement impacté et profondément transformé pour faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. Par ailleurs, le Maroc était aussi le lieu de conflits, d'échanges et d'inventions qui ont donné lieu à des transformations urbaines qui le singularisent des autres pays de la région. Les différentes démarches adoptées par les auteurs montrent la complexité des problématiques et les complexifications des facteurs qui ont fait progresser et fait évoluer les espaces urbains et leur reconfiguration, ou, au contraire, ceux qui les ont fait régresser. Ces causes dépendaient ainsi des perspectives politiques et économiques, mais aussi des enjeux stratégiques des différents décideurs et acteurs du pays. Il ressort que l'édification de la ville marocaine a toujours résulté des actions et proactions de plusieurs dynasties qui s'y succédèrent, et qu'elle s'est réalisée selon différentes conceptions politiques, économiques et religieuses spécifiques à chaque époque, depuis les périodes pré-romaines, romaines, en passant par les dynasties almoravides, almohades, saadiennes et alaouites. D'ailleurs, ce processus d'urbanisation s'est concrétisé en parallèle au développement de l'agriculture et des proto-industries orientées vers les marchés national et international. Les auteurs veulent montrer qu'à travers les processus d'urbanisation, les villes ont constamment subi des phénomènes de construction et de déconstruction. Par ailleurs, avec le protectorat, le Maroc devient l'un des premiers pays du sud de la Méditerranée à se doter d'instruments juridiques relatifs à l'urbanisme, et c'est sur la base de ces instruments que furent créées plusieurs villes nouvelles entre 1915 et 1925, notamment Kénitra, Khouribga. Au début des années de l'indépendance, de nouveaux documents ont été mis en œuvre pour réguler la situation urbaine, permettant l'introduction d'importantes innovations, ont été introduites dans les lois de 1992, notamment en matière d'élaboration des documents d'urbanisme et leur opposabilité, ainsi qu'en matière de gestion urbaine, de contrôle et de répression des infractions. Par ailleurs, il est manifeste que la ville bouge, évolue et se modifie, et ses occupants, pour peu qu'on s'y intéresse, éprouvent le besoin d'un vivre ensemble solidariste et d'être partie prenante dans l'édification de leur cité, alors que l'involution qui paralyse la ville accentue les césures qui érodent l'intégration sociétale, d'où l'intérêt de investiguer le vivre urbain par la revisite des politiques et des législations de l'urbanisme, ainsi que l'analyse des projets urbains à venir. Parce que la ville doit être un levier incontournable pour la construction des différentes solidarités. Elle doit être appréhendée à l'aune des questions relatives à l'intégration des populations qui l'habitent et à la reconstruction des liens sociaux. Aussi, pour canaliser les différents flux des échanges et renforcer la socialisation, le challenge à relever est donc celui de traduire cette complexité urbaine en une adéquation au sein de la ville en tant qu'espace de plein et de vide, la ville en tant que communauté humaine et sociale, la ville en tant que marché et la ville en tant qu'espace de création et de destruction des richesses. Ainsi, la ville est une pure création de l'homme et de ce fait, elle doit être anthropocentrique pour être au cœur des processus de changements sociétaux permanents. De même, les véritables préoccupations doivent porter sur comment rendre la ville plus viable et plus vivable? Comment la rendre acceptable pour tous ceux qui l'habitent, tant du point de vue cadre que qualité de la vie? Et comment adapter la ville à l'homme et non l'inverse? Sachant que la ville n'est jamais une réalité statique qui se livre totalement et aisément. Elle ne s'épuise jamais du fait qu'elle est toujours inséparable des territoires qui l'environnent, particulièrement la région dans laquelle elle se meut et elle se développe. En outre, la privatisation de l'espace urbain, sous le prétexte d'un quelconque management, a souvent conduit à la prolifération insultante de quartiers clos et prétendument sécurisés, constituant une manœuvre qui prend en otage et confisque à la fois le territoire, ses populations et leur devenir. Le bon sens et la socialisation semblent ainsi s'être arrêtés à la porte de la cité, laissant libre champ à l'aggravation des dissonances et des drames de tout genre. Les auteurs, chacun à travers son angle d'attaque, tentent de montrer que la promotion du développement de la ville n'est pas un exercice exclusivement technocratique et que cet usage relève aussi et surtout de l'art politique. Aussi, faut-il rassembler et développer tous les savoir-faire qui induisent l'amélioration du vivre ensemble. D'ailleurs,
la gestion de la ville doit se traduire par une gouvernabilité efficiente qui associe à la prise de décision tous les acteurs institutionnels et non institutionnels, à l'effet de générer une démocratie implicative de toutes les franges de la population dans les processus de production de la ville. Il est évident par ailleurs que l'assiette foncière constitue la base, voire la condition primordiale dans tout développement urbain. Cependant, la valeur du foncier dépend moins de sa superficie que de sa situation et de l'utilisation qui en est faite. Aussi, la question essentielle est de savoir dans quelle mesure cette assiette peut favoriser l'extension harmonieuse d'une agglomération et quels sont les facteurs qui conditionnent l'organisation spatiale de la ville. En effet, la diversité des dynamiques urbaines traduit, d'une part, de fortes inégalités sociales et d'autre part, elle affecte surtout les franges périurbaines, souvent démunies. Par ailleurs, le patrimoine culturel et urbanistique marocain subit des dégradations accrues à cause du laisser-aller des acteurs et de l'indifférence des décideurs décentralisés et déconcentrés. Aussi, à titre d'exemple, l'activité dans la ville minière structure souvent l'espace, le paysage, l'architecture, l'urbanisme, l'économie, les rapports sociaux et la culture, tout comme elle impacte également les esprits en produisant des valeurs sociales, des comportements collectifs et individuels, des réactions particulières de groupe, sans oublier les perceptions et les représentations. Elle constitue ainsi une mémoire collective qui témoigne d'une période cruciale de l'histoire du Maroc. D'ailleurs, d'aucuns pensent qu'une ville capable de s'adapter est une ville prête à affronter les impacts socio-économiques, climatiques existants et futurs, et par conséquent, à limiter leur ampleur et leur gravité. Dans la mesure qu'une ville résiliente est un écosystème urbain dynamique qui consomme, qui se transforme et qui libère ses substances d'une manière adaptative, et en interagissant avec d'autres écosystèmes, elle entreprend des actions d'atténuation et d'adaptation et prend en compte la qualité de la vie grâce à un urbanisme mieux conçu. La ville est sur un autre registre de plus en plus confrontée à une pléthore de risques. Et la démographie galopante du siècle dernier a aggravé l'ampleur des éventuels aléas sur les villes qui sont amplifiés par les progrès scientifiques, notamment ceux inhérents à la médecine qui demeurent largement minimisés. Actuellement, la ville accumule la plupart des sources d'insécurité et ces aléas urbains nécessitent protection et prévention, mais surtout une réglementation opérante, sachant que les modes de gestion des risques ont évolué dans le temps pour des raisons liées aux formes de gouvernabilité urbaine. La ville dite moderne donne naissance à une société du risque, et cette risquisation de la ville, en termes de sécurité physique, économique, sociale, familiale, résulte aussi l'extension de l'espace urbain. Lequel espace est transformé en arène où tous les coups sont permis. Et dans ce cadre, la sécurisation de l'espace urbain doit constituer un enjeu majeur, en ce sens qu'il faudrait veiller à un équilibre complexe entre la liberté de chacun et la sécurité de tous. Ainsi, la ville doit être placée à la convergence d'un certain nombre de flux qui doivent actionner son équilibre pour pallier la fragmentation de ces espaces, la multiplication des mobilités, la compression du temps, la compétition économique et la dégradation du patrimoine naturel qui s'opère dans le cadre d'une globalisation darwinienne. Cette nouvelle exploration permettrait de consolider les synergies entre les stratégies globales et les actions locales, à l'effet de réajuster les politiques d'urbanisme, toujours chasse gardée de lobbies pour le moins hermétiques, urbanistes, architectes et politiques. Aussi, faudrait-il que la ville redevienne un espace de sociabilité où l'on trouve des solutions aux problèmes et non un dépotoir où s'entassent et s'amplifient les antagonismes et les césures. Il s'agit donc de privilégier une véritable réappropriation de la cité, comme une raison d'être, à l'effet que l'intelligence se réinscrive dans un projet global qui va au-delà des simples réaménagements mécaniques. En fait, la ville, pour être intégrée, doit vivre à l'image d'un écosystème qui résisterait aux chocs et aux influences extérieures, par sa diversité et sa multiculturalité, et cette diversité s'exprimera à travers des formes de mixité fonctionnelle. Historicité de la ville. De l'urbanisation au Maroc, depuis l'époque pré-romaine jusqu'à la première moitié du XX siècle. Hassan Zouhal. Introduction. Établir la genèse de la ville du Maroc est un projet ambitieux qui n'a été jamais fait. Son élaboration demande une formation pluridisciplinaire, une maîtrise des données archéologiques, une lecture des textes historiques,
une analyse des descriptions géographiques et une évaluation des écrits anthropologiques. Outre la formation pluridisciplinaire, ce projet dicte la définition de la ville en tant que concept exogène à notre civilisation composite, juive, amazighe, arabe, andalouse, africaine, européenne. C'est-à-dire, la terminologie utilisée pour définir l'urbanité, la religiosité, les schémas d'urbanisme qui sont très différents de la conception des chercheurs qui appartiennent à la sphère non-islamique. Au Maroc, nous avons une dizaine de formes urbaines romaines qui masquent des agglomérations pré-romaines, plus de 40 médinas qui se situent dans des reliefs diversifiés, certaines au littoral, d'autres à l'intérieur du pays, auxquelles s'ajoutent des formes de groupements de Kasaba et de Ksour qui constituent aujourd'hui des architectures régionales qui répondent parfaitement aux exigences sociales et climatiques. C'est par le biais des outils scientifiques issus de formations pluridisciplinaires, archéologie, histoire, urbanisme, que nous tenterons d'entrevoir et d'expliquer comme phénomène d'urbanisation discontinue, mais jouxté du Maroc. Nous n'avons pas l'intention ici d'écrire l'histoire événementielle et de ses péripéties au Maroc, mais il nous semble utile d'en rappeler les grandes lignes qui ont contribué à la matérialisation des formes d'urbanisation et d'urbanité qui perdurent encore, et qui donnent l'impression d'un entassement des formes sans lien entre elles. Nous rappelons que le Maroc constitue un musée ouvert de l'urbanisme et de l'urbanisation. Malheureusement, ce musée est ouvert uniquement à une élite d'intellectuels avertis. Nous tenterons de décrire la genèse des formes d'organisation de l'habitat qui ont existé au Maroc, depuis le V siècle avant Jésus-Christ et ce, par la subdivision des époques comme suit. Le Maroc pré-romain. Le Maroc romain. Le Maroc des Idrissides. Le Maroc des Almoravides. Le Maroc des Almohades. Le Maroc des Mérinides. Le Maroc des Saadiens. Le Maroc des Alaouites. Le Maroc pré-romain. L'époque pré-romaine est définie par les archéologues comme la période comprise entre l'arrivée des premiers navigateurs phéniciens sur les côtes de Maurétanie occidentale et l'annexion de cette dernière à l'Empire romain. Nous rappelons que la transition du pays de l'époque protohistorique à la période historique est toujours mal définie. L'approximation s'explique par la rareté des chercheurs qui s'intéressent à ces périodes. La date de l'arrivée des Phéniciens sur les côtes du Maroc actuel, dès le XIIe siècle av. JC est attestée sur le plan textuel, alors que les trouvailles archéologiques ne dépassent pas le premier tiers du 8e av. JC attesté à l'Ixus. Le VI siècle avant Jésus-Christ connaîtra le déclin des activités des marins orientaux et l'apparition de Carthage en tant que puissance de la Méditerranée qui étendra son hégémonie sur l'ouest du bassin méditerranéen sur le plan économique et culturel. Cette période se situe pendant les 5e et 4e siècles av. JC. Les références sur cette période se résument principalement dans les contes du récit Le Périple d'Anon, assujetti à plusieurs critiques, car il renferme des données imprécises concernant le nombre des villes créées par les Carthaginois au Maroc et sur les cités déjà existantes. L'empreinte de cette civilisation dite punique sur la population marocaine est déduite de la survivance de la langue punique et de la présence d'une organisation administrative municipale, suffète, d'origine carthaginoise. Les témoignages de ce brassage culturel sont attestés par le nombre des inscriptions, par les stèles funéraires et par les monnaies puniques et néo-puniques découvertes dans plusieurs sites archéologiques du Maroc, Volubilis, Banassa, Lixus, Tamouda, Ruzadir, Tamouda, Tingui, Zilil, Salah. Il s'agit d'une civilisation autochtone pré-romaine, dont nous ignorons encore l'ampleur et les caractéristiques. Ce manque de données s'explique par la rareté des données qui doivent être formulées par des archéologues marocains, et qui ne considèrent l'époque pré-romaine que comme une phase dite indigène. Goudinot déclarait que les vestiges de construction en terre n'étaient pas réellement inconnus des archéologues, ils avaient été en revanche bien souvent négligés et l'intérêt se portait en priorité sur les vestiges en grand appareil ou en maçonnerie de moellons et blocages, considérés plus nobles. Aujourd'hui, surtout au site archéologique de Gilda situé à une dizaine de kilomètres de Sidi Slimane, une équipe marocaine tente de reconnaître l'architecture en terre en tant que composante architecturale de la civilisation pré-romaine marocaine pour compléter les travaux enclenchés par Euzena, Liman et Rebuffa et Maurice Lenoir qui mentionnaient
la grande variété des constructions de terre, habitats isolés de campagne comme ensemble urbain, et en même temps confirmait l'ampleur des vestiges et leur variété à l'époque des rois, 3 siècles av. J.C. La découverte de couches archéologiques pré-romaines dans plusieurs cités antiques du Maroc actuel atteste de l'existence d'une civilisation locale mettant en valeur la présence punique, mais sans définition des configurations spatiales des groupements. Les chercheurs mentionnent l'existence de lieux de culte, de fours de poterie et d'indices des relations commerciales avec le monde antique. L'établissement d'une périodisation ou d'un découpage chronologique de la période pré-romaine au Maroc ne peut se faire sans susciter des interrogations et des remarques auprès des historiens et des archéologues. Les témoignages et la documentation archéologique s'entremêlent, et il n'est pas toujours aisé de mesurer l'importance de l'apport extérieur et son influence sur la civilisation autochtone, et en particulier pour la période dite punico-mauritanienne. Malgré les campagnes de fouilles, la connaissance du Maroc pré-romain est encore embryonnaire. D'une part à cause du nombre limité des archéologues qui s'intéressent à ces périodes, et d'autre part, du fait des difficultés et de la nature des matériaux de construction de cette période, mais aussi du fait de l'entassement des occupations humaines sur les mêmes cités, phéniciennes, mauritaniennes et romaines, et si depuis ces dernières années sortent du sol des architectures en terre, c'est simplement que nous venons d'apprendre à les reconnaître et que nous nous donnons enfin les moyens de les fouiller et de les analyser. Le Maroc romain. Les voyageurs anciens et les historiens de l'époque romaine n'ont fourni que des travaux qui ne sont que des compilations sans intérêt dans la reconstitution de l'histoire marocaine. Devant l'absence de documents écrits qui fournissent des données fiables sur le rapport entre les autochtones et Rome, les archéologues disposent d'un document qui porte le nom « L'itinéraire d'Antonin ». Ce document a été rédigé sous l'empereur Carcaïa, 220 après Jésus-Christ, qui brosse la pénétration romaine via 2 grands axes majeurs et qui est jalonné par plusieurs étapes d'inégale importance. Selon Roget, l'itinéraire d'Antonin ne mentionne que 3 routes qui partent de Tanger, une par la mer, le long du Rif et l'autre par terre. Pendant que l'une n'allant guère au-delà de Rabat, l'autre dépasse à peine Volubilis. Ce document fournit la nomenclature des stations et les distances qui les séparent. Grâce à l'archéologie, l'armature urbaine est bien définie, et plusieurs sites qui sont mentionnés par cet itinéraire sont identifiés par l'importance de leurs ruines. La cité de Tingui qui est ensevelie, sous l'actuel Casbah de Tanger, le Lixus qui est au sommet de l'acropole de Tchémish, à 4 km à l'est du port de Larache, Banassa qui est à 45 km de Kénitra et Tamiozida qui est à 11 km de Kénitra, alors que Salah est aux portes de Rabat. De même, Volubilis est à la pointe sud-ouest de Djebel Zeroun, Tokolosida est à 4 km au sud de Volubilis, la cité Oppidum Novum est ensevelie sous la ville de Ksar el-Kébir actuelle, tout comme Zilil qui correspond à Ditchar Jedid près de Had el-Rarbia. Ainsi, le Maroc portait l'appellation de Maurétanie Tinritane à l'époque romaine après son annexion à Rome en l'an 40 après Jésus-Christ. D'ailleurs, la terre marocaine était qualifiée de grenier de Rome, était aussi exporté l'huile, le garum et d'autres produits exotiques et ce, durant tout le règne romain qui s'était développé en 2 étapes. Au moment de l'interrègne d'Auguste, 33 à 25 av. J.C., puis sous Juba et Ptolémée, 25 av. J.C. à 40 après Jésus-Christ. Les 2 tronçons qui partaient de la Tanger antique se séparaient à Ad Mercuyo, qui correspond aujourd'hui à une localité au nord-est d'Assila, sur la rive gauche de l'Oued Karoub à 41 km de Tanger. Selon Euzena, en quittant Tingui, il s'agit de la voie suivant le tracé de la seule route existant avant le protectorat entre Tanger et Azila. Elle franchissait l'Oued Markar, bras septentrional de l'Oued Tahadar, près de l'Inde-Aliya et passait au pied du Djebel Mensla, pour atteindre la première mention, Ad Mercuyo. Depuis Ad Mercuyo, l'itinéraire prend 2 sens, l'un vers l'intérieur du pays pour accéder à Volubilis, l'autre prend la direction de la côte vers Salah. La deuxième étape dans l'itinéraire côtier est Zilis qui porte aujourd'hui le nom de Ditchar Jedid, qui ne fut découverte qu'à la fin de 1970 par des archéologues marocains et des membres de la mission française. La deuxième station dans cette direction fut Tabernae, identifiée à l'Ala Djilaliya qui correspond à Tehenin Sid el-Yamani, qualifiée par les archéologues comme une station de repos sans grande importance. Il s'agit d'un petit poste militaire entouré d'une bourgade
et occupé entre le 2 et le 4 siècle APR. JC. Ce poste n'est qu'à 18 km au sud de Lixus après Tabernae. Après cette station, nous trouvons le Lixus qui représentait une ville célèbre par son industrie de garum, sauce de poisson, avec ses temples et son théâtre. La 4e station Frigidé identifiée à un Smith qui renfermait selon les archéologues un complexe thermal. Frigidé est à 27 km de Lixus et à 39,9 km de Banassa. Frigidé représentait un relais, sur la piste ancienne conduisant de Lixus aux villes antiques du Rarb. Aujourd'hui, ces vestiges sont très délabrés. La route continue dans le Rarb, Banassa, Tamiuzida, pour aboutir à Salah, chalet actuel. Il existe des villes qui ne figuraient pas dans l'itinéraire d'Antonin, à savoir Kota à quelques kilomètres des grottes d'Hercule, Tamouda qui se trouve à 4 km au sud-ouest de Tétouan sur la route de Chefchaouen, de Kouas, aux environs de Oued Tahadar. Nous notons que le réseau urbain fut cantonné dans des limites géographiques, l'Atlantique, la Méditerranée, la chaîne montagneuse et le désert. Pour établir une image de l'aménagement du territoire marocain pendant la période de la domination romaine, nous paraphrasons l'archéologue Omar Akera. L'annexion de la partie occidentale du Maroc antique à l'Empire romain donna lieu à un essor rapide et continu des anciennes cités sans qu'il y ait toutefois de nouvelles créations, mis à part les camps militaires et les agglomérations qui se développèrent à proximité. Or les deux axes du réseau urbain dont a parlé Euzena, le lien terrestre entre le Maroc antique et l'Algérie antique se faisait par voie maritime, via 3 cités septèmes, Tamouda et Rissadir. De même, hormis Volubilis, toutes les cités du Maroc antique se trouvent sur les abords des fleuves, Martil, Tahadar, Sebou, Bourg-et-Greg. L'urbanisation est matérialisée par des canevas d'urbanisme multiples et réalisés sur plusieurs siècles AV. JC et aux 3 siècles après Jésus-Christ. De même, les deux axes principaux qui caractérisent les cités romaines se singularisent par la muraille qui distingue le paysage urbain du rural, des équipements collectifs. Ainsi, chaque cité du Maroc antique a une configuration spécifique et la présence de l'amphithéâtre à Lixus et son absence à Volubilis et dans les autres cités suscitent encore les divergences. La ville de Volubilis constitue l'apogée urbanistique romaine au Maroc antique, malgré sa position géographique à l'intérieur du pays. Sur le plan de superficie, elle s'étend sur 42 hectares dont seule une petite partie fut fouillée et qui a permis le dégagement du quartier monumental, de la basilique, des demeures luxuriantes dotées de mosaïques avec des toits à double pente, un aqueduc avec canal en plein air, un forum, un arc de triomphe, des thermes, des huileries, des galeries, des boulangeries, des fontaines, des ateliers de potiers, un marché, une nécropole, des fours de potiers. Cette ville commençait à perdre son rayonnement depuis 285, son déclin fut long et ne fut définitif qu'au XIIe siècle. Nous notons que malgré l'appartenance des cités romaines du Maroc à la même civilisation, chaque cité du réseau urbain se démarque par sa topographie, ses équipements et son canevas urbanistique dynamique. Vers 285, Rome avait rétréci son territoire au Maroc, elle gardait Lixus et Salah en tant que relais vers Mogador. Les tribus qui étaient reliées à Rome par des traités de paix et les cités au nord de Lixus continuaient à mener une vie grâce à leur garnison et à leur dépendance de l'Espagne romaine jusqu'à l'invasion vandale en 409. En 429, le passage des Vandales a provoqué la destruction dans une partie de l'extrême nord du Maroc antique. Et dans ce contexte de perturbation, les villes antiques vont connaître des sorts différents. Tigny-Tanger, Septem Ceuta, Ruzadir Melilla, Oppidum Nouom El-Ksar, Gontiana Souk El-Arba reste à la même place, Baba Gilda disparaît, Banassa est converti à un bourg rural, et pour les autres nous ignorons leur évolution, dans la mesure qu'elles sont toujours enfouies. Principaux sites antiques du Maroc, source, de l'Empire romain aux villes impériales. 6000 ans d'art au Maroc. La configuration spatiale de certains sites antiques. Les périodes islamiques. L'avènement de l'islam présente un tournant dans l'histoire du Maroc. La majorité de la population fut islamisée et l'impact de l'islam aura une projection urbanistique sur l'espace marocain. Le plan de l'habitat. Les bâtiments religieux militaires sont imprégnés culturellement par la doctrine, les données climatiques, géographiques, économiques, l'appartenance tribale et l'utopie du fondateur. Moulay Idriss influence le cachet architectural et urbanistique des œuvres.
Ces facteurs ont permis à un modèle d'urbanisme de s'épanouir, de se maintenir, de se diffuser et de s'imposer. L'histoire islamique de la ville marocaine. Les Idrissides. L'histoire islamique du Maroc commence officiellement avec l'entrée d'Idriss Ier au commandement d'une tribu amazighe, qu'il a adoptée. En 789-172, Idriss Ier fonde la première cité de Fès sur la rive droite de l'Oued Boukrareb, et son fils Idriss II s'installa 20 ans plus tard sur la rive gauche du même cours d'eau. La médina de Fès s'étendra sur les deux flancs de cette vallée. Elle est localisée au confluent de deux routes, l'une reliant Tlemcen et Taert à l'océan, l'autre qui va de Sijil Massa à Tanger. Divers témoignages de géographes et d'historiens arabes attestent que la ville existait au 8e siècle de l'ère chrétienne, sous le nom d'Al-Alia, la Haute, sans pouvoir rien affirmer pour ce qui est antérieur à cette date. Les tribus qui craignaient le pouvoir de Rome et qui vivaient dans l'instabilité vont fonder des cités à l'intérieur du pays Sijil Massa. Ainsi, Taza est fondée à Meknassa et Zaïtoun et Agmat est fondée par Alana, sans oublier Zéroun qui est fondée par la tribu Aouraba qui a accueilli Idrissi. Les Almoravides et la fondation des villes. Le régime des Almoravides est connu pour sa vie nomade. Les Almoravides sont venus des rives du fleuve Sénégal. Leur mission prioritaire est de diffuser un islam remodelé dans des ribates. Ils portaient des voiles. Ils ont fondé la ville de Marrakech en 1062-454e, après s'être installés dans la vallée de l'Ourika. Marrakech qui signifierait « passe vite » est la plus vaste du Maghreb. Elle est créée, ex nihilo et sa localisation est plane. Elle dispose d'un réservoir d'eau naturel, le Grand Atlas et ses environs regorgent de terres arables. Marrakech contrôlait aussi les routes sahariennes occidentales et servait d'entrée à toutes les incursions. Marrakech, comme Kairouan, constituait une base militaire et sa superficie originelle était de 450 hectares ceinturés de 9 km de remparts. Par ailleurs, l'historien et géographe Izi Zayani rapporte que les Zenata s'établirent à Tamena et à Tadla, les Sanadja à Doukala. Ainsi, les émirs des Zenata bâtirent la ville d'Anfa dans le Tamena et la ville de Dey dans le Tadla, sans donner aucune indication quant à la date de cette fondation. El-Fezari, dans ses écrits vers 1060, énumère les villes de la côte au sud de Salé. Dans son voisinage est le port de Fedala, puis la ville d'Arsia et ensuite Anifa, Azemmour, Asfi. Et Zayani fait référence par ailleurs au djihad des Almoravides contre les Bergouata hérétiques dans le Tamena, territoire qui englobait entre autres l'actuel Chaouia. Les Almoravides avaient assiégé Anfa avant de la conquérir sous la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.